Merci pour cette invitation, Monsieur le député, mesdames et messieurs. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un organisme que certains d'entre vous connaissent, mais qui n'est pas totalement connu. Voilà. C'est un établissement public, opérateur du ministère de l'Intérieur, qui fait trois choses. L'accueil des migrations légales, puisque le mot migrant est aujourd'hui celui communément utilisé, et c'est l'accueil des personnes qui ont un droit au séjour en France. On oublie très souvent que la France reste un grand pays d'immigration, et on a depuis 20 ans, disons en moyenne, 200 000 nouveaux titres de séjour qui sont délivrés à des personnes qui sont soit des conjoints de Français, soit qui ont des liens avec des personnes déjà résidentes en France et qui ont donc à ce titre-là un droit au séjour. Se rajoute toujours une migration de travail qui continue d'exister, en particulier dans certains secteurs de l'agriculture, dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion des flux migratoires avec des pays, je pense au Maroc, à la Tunisie en particulier, où tous les ans il y a des milliers de travailleurs qui viennent dans le sud de la France pour participer des récoltes. Dans ce cadre-là, l'OFII oriente les personnes vers les cours de français, un sujet qui a été au centre du dernier comité interministériel pour l'intégration. Vous savez que notre pays, en matière d'enseignement du français, était très en retard par rapport à, et toujours par rapport à d'autres pays, pour des raisons historiques, je dirais, pendant très longtemps. D'abord, on a estimé que la question de la langue n'était pas prioritaire globalement en tant que langue française. On a pendant très longtemps eu beaucoup plus de sujets et de tensions autour de l'enseignement des langues régionales, si j'ose dire, que de la langue française. Et puis on a aussi le profil historique de ceux qui viennent et qui continuent à être parmi les premières nationalités, où le français était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui. Dans cette migration légale, les premières nationalités restent les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, c'est-à-dire les pays du Maghreb, et puis après les pays de l'Afrique de l'Ouest. On a dans ces pays une perte de l'enseignement du français à partir du début des années 80, avec les changements de législation, au début des années 80 en Algérie. On arrête de scolariser les enfants dans le primaire en français, sauf que ce sont les enfants des élites, et on introduit dans le code de la famille des dispositions à caractère religieux qui peuvent avoir ici des impacts sociaux non négligeables. Il en va de même au Maroc, où l'interdiction du français s'était accompagnée de l'interdiction de l'enseignement de la philosophie. Enfin, c'était du temps d'Hassan II, c'est peut-être une période passée. La deuxième chose que fait l'OFII, et qui a peut-être un intérêt plus direct pour votre travail, tel que je le vois, c'est ce qu'on appelle la délivrance des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile qui ont droit à deux choses, qui est organisée par l'OFII. La première chose, c'est le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, c'est-à-dire une allocation mensuelle qui peut varier en fonction de la composition des familles, mais qui est en gros de 60 € par mois donnée aux personnes. Et puis l'hébergement dans des structures d'accueil occupées à plus de 98%, et qui est sans cesse en augmentation, en évolution. On crée à peu près 200 places par semaine dans le dispositif national d'accueil. Ça, c'est pour donner un peu le cadre général du travail de l'OFII. Il y a une troisième chose qui est l'aide au retour volontaire, c'est-à-dire la prise en charge des personnes débutées qui sont en fin de titre de séjour, pour qu'elles puissent retourner, si elles le souhaitent, dans leur pays, avec une aide à la réinsertion, c'est-à-dire une aide au développement d'une activité économique qui permettra aux personnes de se stabiliser, une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 €, là où l'OFII est directement opérateur, c'est-à-dire essentiellement les pays du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, la Turquie, l'Arménie, et enfin une partie du bloc de l'Est. C'est une activité peu connue et qui est en progression constante. Plus de 7 000 personnes
en 2017. On va atteindre sans doute les 18 personnes en 2018 avec bien évidemment une couverture géographique extrêmement importante. Aujourd'hui, les deux premières nationalités en aide de retour volontaire, ce sont les Afghans et les Albanais, hein, pour vous donner un peu les données. Alors, dans quelle situation on se trouve? Je crois que vous avez eu Madame de Linden aujourd'hui. La France est dans une situation un peu particulière par rapport à la migration européenne, puisqu'on a globalement une baisse des arrivées en Europe, mais une progression des arrivées en France, hein, avec plus 25% de demandeurs d'asile d'une année sur l'autre entre 2017 et 2018. Aujourd'hui, on a 127 000 personnes qui sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire dont les dossiers sont actuellement instruits par l'OFPRA. L'autre particularité française par rapport au contexte européen de baisse générale de la demande d'asile, mais d'augmentation de la demande d'asile, c'est le type de personnes qui en France demandent l'asile et qui est globalement assez différent de ce qu'on peut trouver dans les pays de langue germanique ou dans les pays d'Europe du Nord. La première nationalité en demande d'asile en France, ce sont les Afghans, avec cette particularité, c'est qu'un Afghan sur deux qui arrive en France aujourd'hui est un Afghan qui a été débouté d'Allemagne ou d'Europe du Nord. Vous savez que dans ce qu'on appelle le règlement Dublin, il y a en réalité deux choses qui se rejoignent. Il y a le fait que le pays de première entrée est le pays responsable de l'examen de votre demande d'asile, mais le pays où vous avez fait examiner votre demande d'asile est aussi responsable de la suite de cette demande, même quand il vous a débouté. Et donc entre 40 et 50% des Afghans qui arrivent en France sont en fait des personnes qui ont été déboutées, et en particulier d'Allemagne, et qui cherchent un pays de rebond, comme on dit, pour essayer d'échapper à la reconduite telle qu'elle peut se pratiquer en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Nord. Mais sortie des Afghans, la deuxième nationalité en demande d'asile en France, ce sont les Albanais, qui sont aussi la première nationalité en hébergement dans le dispositif national d'accueil. Alors pourquoi les Albanais? Parce qu'on vient aujourd'hui d'Albanie sans visa, hein, par Ryanair, avec en gros 60 €. On débarque à Beauvais et puis on arrive et on demande l'asile et on aura un temps d'examen de la demande, puisqu'en réalité ça ne fait pas partie des pays absolument prioritaires du point de vue de l'OFPRA. Et ça a une incidence aussi sur ce que vous pouvez connaître, puisque en fait les personnes sont très largement déboutées de la demande d'asile, même si la France est le pays d'Europe où l'acceptation de la demande d'asile pour un Albanais est le plus haut, entre 5 et 6%, il est de 0 en Allemagne ou dans d'autres pays. Et la suite, mais vous le connaissez pour d'autres nationalités, c'est qu'une fois qu'on est débouté de la demande d'asile en France, on va faire une demande au titre d'étranger malade, hein, qui est une procédure que l'OFII a aussi en charge. Mais les Albanais, après les Albanais, vous avez les Guinéens, les Soudanais n'arrivent qu'en 4e position, les Ivoiriens, par exemple, qui sont en très forte augmentation, plus 68% de demandes d'asile ivoiriennes depuis le début de l'année, sont très largement devant les nationalités comme les Syriens ou les Irakiens. Les Syriens n'arrivent qu'en 15e position de la demande d'asile en France, alors qu'ils font partie la première nationalité dans les pays germaniques, hein, pour des raisons historiques. D'abord parce qu'il y a des communautés syriennes depuis très longtemps, et puis aussi parce que les personnes qui sont en migration font des calculs économiques et personnels qui sont légitimes, c'est-à-dire ils essayent de voir en fonction de leur qualification qu'ils ont, ou les qualifications, l'appréciation qu'ils ont de leurs qualifications et de leurs compétences, le pays où ils peuvent le mieux s'insérer et trouver une autonomie. Et bien évidemment, vu ce qu'est le marché de l'emploi, en France, vu le fait que la France n'est pas un pays où on peut accéder facilement au marché de l'emploi avec simplement la langue anglaise, eh bien on ne fait pas partie des pays prioritaires. On peut y rajouter le fait que nous avons un marché du travail qui, malgré tout, reste assez encadré avec des contrôles, comme ceux de l'inspection du travail, hein, ce qui fait la différence avec l'Angleterre. Les gens, quand ils veulent aller
qui sont à Calais, qui ne veulent pas demander l'asile en France ou qui ne veulent pas s'arrêter en France, veulent aller dans un pays où le marché du travail est suffisamment dérégulé pour qu'on puisse travailler, je dirais, sans être embêté par l'inspection du travail. Parmi les particularités en ce moment françaises, c'est la forte poussée de la demande d'asile venant des pays de l'Est. La demande d'asile géorgienne, par exemple, est en une augmentation depuis le début de l'année de plus 127%. 4000 personnes sont arrivées de Géorgie avec très souvent des demandes ou des situations en pathologie que certains d'entre vous doivent connaître et qui nous posent beaucoup de difficultés puisque une fois déposée la demande d'asile, la situation des personnes qui viennent très souvent en famille apparaît comme prioritaire du point de vue de la prise en charge, mais une priorité que nous avons dans beaucoup de cas du mal à prendre en charge parce qu'elle supposerait aussi des centres où il y ait des formes d'accompagnement médicalisées ou des structures qui à chaque fois permettent d'accueillir des personnes en mobilité réduite ou avec des soutiens, je dirais, paramédicaux importants, ce qui est assez rare parce que notre dispositif national d'accueil est organisé en collaboration avec des associations, des opérateurs qui ont contractualisé avec l'OFII ou avec l'État et qui prennent en charge ces lieux, ces centres, mais dont la fonction était historiquement celle d'accompagner les personnes dans le cadre du récit, si vous voulez, et pas dans le cadre de situations médicales particulières. L'autre chose, c'est que nous avons estimé nécessaire, et je pense que c'est important, de faire en sorte qu'il y ait des centres d'accueil pour demandeurs d'asile dans l'ensemble du territoire national et pas concentrés dans certaines zones, en particulier l'agglomération parisienne ou Paris. Même si Paris concentre 40% de la demande d'asile au moment de l'enregistrement, on essaye de répartir au mieux, mais cette répartition n'est pas forcément congruente avec la démographie médicale et peut nous poser, pour certaines nationalités, des complications. Je pense aussi aux Arméniens, aux Kosovars, qui font partie des nationalités qui sont en progression dans le cadre de la demande d'asile pris en charge par l'OFII. Voilà un peu le contexte général de la situation française. Et je terminerai par une dernière chose, c'est que l'OFII a repris, après un rapport de l'IGAS et de l'IGA, une procédure dite étranger malade, que certains d'entre vous aussi connaissent, qu'on a essayé de professionnaliser au sens où nous avons, grâce au service médical mis en place par le docteur Tan Lelong, fait en sorte que la procédure ne soit plus un rapport, je dirais, individualisé entre un médecin et un dossier médical, mais qu'à chaque fois, il y ait 3 médecins qui soient examinateurs de l'ensemble du dossier pour éviter des effets d'habitude et qui pourraient amener à des distorsions ou à des sortes de fatigue dans la prise en charge des dossiers, le collège des médecins étant à chaque fois organisé de manière aléatoire pour pas qu'il y ait des problèmes, je dirais, moraux, procéduraux, sachant qu'il y a à chaque fois un 4e médecin qui a été le premier instructeur de ce dossier, mais qui ne participe jamais de ce collège définitif des 3 médecins, le tout étant chapeauté, j'en terminerai par là, par un comité des sages qui est présidé par celui que vous espériez, qui est le docteur Xavier Emmanueli, mais qui vous a abandonné pour pouvoir s'entretenir, et on le comprend peut-être pour ceux qui ont la foi, avec le pape. Voilà. Merci à vous et je suis disponible pour l'ensemble des questions que vous exprimerez et va vous poser. Alors merci beaucoup Didier, on va donc proposer un temps d'échange et puis on terminera, Denis va nous peut-être présenter Monsieur Gilles Legendre qui nous fait également l'honneur d'être parmi nous, qui peut-être dira un petit mot pour finir. Mais pour lancer le débat, c'est vrai que ces questions-là qui ont été évoquées
Vous parlez des Géorgiens, on en a parlé hier avec la néphrologie et la cancérologie. C'est vrai que s'invite dans le soin des questions géopolitiques qui nous dépassent largement, mais pourtant qui l'impactent. Et on est face à des situations qui sont médicalement des fois terribles. J'ai en tête les quelques semaines une patiente géorgienne en cours de chimiothérapie pour un cancer du sein et qui est venue ici à Saint-Louis pour avoir des meilleurs soins. Et elle venait de rater sa séance de chimiothérapie. Et quoi qu'on fasse, la meilleure organisation, le temps de mettre en place la consultation d'anesthésie, le KT, etc., de toute façon, on était à la situation de ce qu'on appelle la perte de chance auto-induite. Mais parce qu'en effet, certainement, les personnes qui viennent avec l'idée de quelque chose qui sera certainement très enjolivé par rapport à la réalité. Voilà. Oui, monsieur Leschi. Leschi, oui. Leschi, pardon. C'est un nom de migrant, il ne faut pas l'écorcher. Oui, c'est sûr. Pour ce qui est de... Moi, je suis psychiatre et donc on demande depuis des années des séjours pour soins pour les migrants qui ont des psychotraumas complexes, sévères, etc. Alors, où ça en est maintenant avec l'OFII? Les demandes sont toujours faites. Comment vous traitez ça par rapport à ce qui se passait avant? J'ai du mal à comprendre votre question, en fait. Pour vous dire, les retours sont plutôt négatifs pour les psychotraumas. Est-ce que c'est... Alors qu'avant, c'était quand même une priorité. Il y avait une possibilité d'obtenir un titre de séjour pour les psychotraumas en cours de soins. Ah, pour les psychotraumas, vous voulez dire, dans le cadre de la procédure étranger malade, oui. Qu'est-ce qu'il en est du psychotrauma? C'est ça votre question, hein? Alors, on est en train de finaliser le rapport au Parlement en ce qui concerne la procédure étranger malade. On va faire en sorte qu'on sera, contrairement à ce qui se passait précédemment, à donner les chiffres de manière, je dirais, annuelle, dans le cadre d'un rapport administratif. Donc on est dans les temps. Les troubles du comportement, les troubles mentaux du comportement restent la première pathologie invoquée dans le cadre de la demande du titre de séjour étranger malade, avant les maladies infectieuses et parasitaires, et avant les maladies endocriniennes, les tumeurs, comme le cancer, etc. Et parmi les nationalités en demande, hein, quand on regarde les premières nationalités qui arguent qui font valoir leurs problèmes médicaux, en ce qui concerne les troubles mentaux et comportementaux et les syndromes post-traumatiques, les Algériens viennent en tête, hein, toutes catégories confondues, et on essaye de comprendre et d'analyser ce qui se passe avec l'ensemble du service médical. On a eu un très long échange avec des psychiatres algériens, par exemple, ou avec d'autres pays où on a des demandes et où on peut s'interroger sur l'existence ou pas de structures de prise en charge et la capacité, en fonction des langues, à prendre en charge ou pas, ici ou ailleurs, ce type de problèmes, en particulier les problèmes psy, hein, qui... il n'est pas évident, par exemple, que quelqu'un qui ne parle pas le français puisse facilement être pris en charge, hein, ici, indépendamment des travaux de Toby Nathan sur l'ethnopsychiatrie et sur ce que tout cela peut induire. Mais si votre question c'est de savoir si nos structures sont adaptées pour prendre en charge ce type de personnes, non, ce n'est pas notre métier. Alors l'OFII ne donne aucun titre de séjour. Ah. Voilà, faut que ça soit très... L'OFII est un établissement public, je dirais, presque indépendant, et l'OFII ne délivre pas les titres de séjour, et les avis médicaux ne lient pas le préfet. Voilà, c'est la préfecture qui donne les titres de séjour, et quand il y a des contentieux, c'est avec la préfecture que ces contentieux se règlent, et pas avec l'OFII. Non, c'était très complémentaire. Moi, je voulais dire un petit mot de ce qui était un peu à la racine de la venue de Gilles Legendre, qui est un député de La République En Marche. Il nous dira peut-être un petit mot dans une seconde.
après. C'est simplement dire que tout l'après-midi a montré que ces problèmes de migrants sont particulièrement importants au sens politique, au sens large, c'est-à-dire que les pays sont extrêmement agités, remués pour le meilleur ou le moins bon par ces problématiques-là. Et les passes sont peu connues pour des raisons finalement assez logiques, puisqu'on a vu aussi tout l'après-midi que c'était un artisanat fécond, que c'était une obligation du travail pluriprofessionnel et pluridisciplinaire dans un monde où souvent, qui est un monde, notamment à l'hôpital, qui est un monde de la compétence pointue. Et donc voilà, on est dans ce paradoxe. Et à partir de cette petite conviction qu'on est probablement très nombreux à partager, j'ai utilisé juste une amitié en commun et une parenté familiale pour moi, pour envoyer un petit mot à Gilles Legendre en disant « Mais les passes, ça existe, vous allez bientôt avoir un travail sur la loi asile et immigration, il va sûrement y avoir des choses pas si simples qui vont se discuter, peut-être qu'on pourrait se rencontrer. » Je pensais que j'allais recevoir une réponse administrative charmante mais négative. Pas du tout. J'ai eu une réponse charmante mais positive. On a pu le rencontrer, participer à une commission. Il nous fait l'amitié de venir aujourd'hui un temps de cette rencontre. Je pense que c'est un peu significatif de tout ça. De ce que nous a dit un petit peu Stéphanie Larchancher sur cette idée du décentrage et d'une construction à plusieurs qui peut être étonnamment féconde. Voilà, je m'arrêterai là. Isabelle Roustan, médecin à la Passe de Créteil. Je voulais savoir, s'il vous plaît, dans la procédure pour les étrangers malades, dans quel pourcentage les préfets suivent les recommandations des médecins examinateurs. Et puis je voulais savoir si effectivement, en fonction des pays, puisque je crois qu'il y a des fiches très précises en fonction des pays, est-ce que ça tenait compte de l'éloignement effectivement des personnes par rapport au centre de soins, par exemple de la capitale, des choses comme ça, et de la possibilité aussi matérielle et financière qu'ont les personnes de prendre en charge justement tous ces soins? Merci. Alors, il y a deux questions différentes. Il y a le fait que la procédure étranger malade qui existe en France est une procédure sans équivalent du point de vue de ce qu'elle permet, puisque il faut effectivement qu'on peut accorder le titre dès lors que la personne fait la preuve qu'elle ne peut pas effectivement accéder aux soins. Et il y a une discussion qui avait déjà commencé au Parlement pour savoir exactement ce qu'on doit recouper par effectivement accéder. Puisque vous parlez par exemple de la question de la distance entre le lieu de soins et le domicile. La question de la distance, par exemple, elle peut se poser ici pour des résidents en France. Et c'est une des questions que nous allons soulever aux parlementaires, pour qu'ils puissent préciser les choses, parce qu'il y a là une appréciation sociale qui dépasse largement les compétences des médecins, sachant que malgré tout on a mis en place une sorte de bibliothèque, qui permet de savoir avec des spécialistes, en particulier de l'OMS et d'autres, ce qui se passe à peu près dans les pays dans les pays du monde en matière de santé, sachant que ce n'est pas simplement, et on en a conscience, l'existence ou non du traitement, mais aussi l'organisation générale du système de santé et du type d'investissement que les pays peuvent y faire. Votre deuxième question, c'est de savoir si les préfets suivent les avis des médecins et s'il y a une comptabilité de ce type. Alors nous ne faisons pas de comptabilité de ce type. Il n'y a pas de ce point de vue-là une base de données, puisque du côté de l'OFII et des médecins de l'OFII, c'est une procédure avec le secret médical, c'est-à-dire qu'il y a un avis qui est donné, le préfet n'a pas accès au dossier médical de la personne, on dit voilà, oui, non, il n'y a que la personne elle-même, en cas de contentieux, qui pourrait éventuellement lever le secret médical si elle le souhaite. Voilà.
Le sentiment qu'on a, c'est que les avis des préfets suivent, sauf problème d'ordre public, les avis de médecins de l'OFII, mais sans qu'on ait une comptabilité précise de la chose qu'il faudrait plutôt demander au ministère de l'Intérieur. Bonjour. Je voudrais savoir, j'étais très impressionnée par le topo qu'a fait le docteur Corré sur les insuffisants rénaux. Je voudrais savoir ce que ça vous a donné comme impression sur quelque chose qui, moi, m'apparaît comme un dysfonctionnement majeur, quelque chose de complexe. Enfin, je voulais avoir votre avis. D'autre part, 2 petits faits cliniques très rapidement qui m'intéressent, qui nous interrogent tous, qui est tous ces gens qui sont déboutés puis qui continuent à errer dans le système à la fois social et de soins. Quel regard vous pouvez porter sur ces questions-là? Je sais que c'est une vaste question. Et puis, par rapport à ceux qu'on essaye d'envoyer en province, c'est pas seulement pour moi la question de l'absence de médecins, c'est qu'ils ont peur de partir, de quitter Paris. Et je voulais savoir aussi votre avis. Donc ça vous fait 3 petits points. Alors, 3 questions. La première, moi j'ai pas été surpris par la présentation que vous avez pu faire, par le fait que pour des raisons liées parfois même à de la mauvaise publicité ou de la contre-publicité organisée par des passeurs, il peut y avoir des personnes qui arrivent ici avec le sentiment que naturellement ils seront beaucoup mieux soignés que dans leur pays. On a même des cas de demande de personnes qui viennent de pays où par ailleurs ici il y a des personnes qui y vont dans le cadre d'un tourisme médical, dit très concrètement, par exemple, c'est le cas type des Hongrois. Je veux dire, on a un tourisme médical en Hongrie parce qu'il y a une médecine qui existe, et on peut avoir des personnes qui arrivent et qui ont l'illusion ou qui ont le sentiment que pour certaines pathologies ou pour d'autres, on peut être mieux soigné ici que dans le pays d'origine. La Géorgie aussi est un cas particulier parce qu'en réalité, en Géorgie, ça fait partie des pays de l'ancien bloc de l'Est où il y avait une tradition médicale importante qui n'est pas mauvaise. Et pour autant, on peut avoir des personnes qui arrivent et qui perdent des chances, comme vous dites, et qui demandent des choses. J'ai eu un débat un peu violent avec AID, qui est une association que vous connaissez tous, à propos du VIH et de Cuba. Je rappelle que Cuba est un pays où la médecine non seulement est performante, mais elle est particulièrement performante sur le VIH, puisque c'est le seul pays au monde, à ma connaissance, sur le plan médical, où on a réussi à arrêter la transmission du VIH mère-enfant. Voilà. Et donc, les personnes qui viendraient, en réalité, viennent pour autre chose et ne relèvent pas du titre étranger malade. Sur le problème de la répartition géographique et de la peur, qui est indéniable et qui existe. L'expérience que j'ai maintenant sur la longue durée, c'est que globalement, le pays se comporte plutôt bien en matière d'accueil et qu'il se comporte plutôt mieux dans les zones où il n'y a pas de tension sur le logement et où la prise en charge par les réseaux sociaux, les tissus sociaux, peut se faire dans une plus grande proximité. L'insertion, la dynamique d'insertion est plus favorable dans les villes moyennes qu'elle ne l'est en Seine-Saint-Denis. Or, la particularité des dynamiques démographiques, en particulier en Île-de-France, c'est la concentration dans certaines zones des personnes pour des raisons liées au mécanisme de regroupement communautaire qui peut exister, avec l'illusion que ça sera malgré tout plus facile. Et puis, on a des tendances de longue durée qui sont parfois à contre-emploi par rapport au discours qu'on peut entendre. Je rappelle qu'il y avait, au début des années 80, dans Paris, 30% de la population qui était immigrée au sens de l'INSEE, c'est-à-dire née étrangère à l'étranger. Aujourd'hui, ce n'est que 20%. Et dans le même temps, il y a eu une très grande progression du nombre d'immigrés en Seine-Saint-Denis, avec parfois des concentrations extrêmement fortes dans certaines zones et qui ne favorisent pas l'intégration, en particulier par l'école. Donc on essaye d'aller à l'encontre des discours et des mécanismes de regroupement. J'ajoute que, comme vous l'avez dit, les migrants qui arrivent, vous avez parlé de la moyenne d'âge, 27 ans, 28 ans, c'était 27 ans Porte de la Chapelle au moment où on avait ouvert le centre d'accueil, la Porte de la Chapelle, et c'était à 90% des jeunes hommes qui
ont parfois le sentiment d'être particulièrement surveillés, je dirais, dans les îles moyennes et dans les petites villes, alors que dans l'agglomération grande, leur capacité d'évolution sans être sous le regard des autres leur apparaît comme un mécanisme beaucoup plus favorable. J'ai oublié la troisième question, c'était... Pardon? Ah oui. Je vais devenir... Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai oublié. C'est une question difficile. Une question difficile qui renvoie du reste à la discussion au Parlement sur la nouvelle loi. Vous savez qu'une personne qui est déboutée ne peut être renvoyée dans son pays d'origine que si on fait la preuve qu'elle est de sa nationalité et si le pays d'origine l'accepte. Et toute la difficulté est dans l'acceptation ou pas par les pays d'origine des personnes. C'est tout le débat autour des laissez-passer consulaires qui agite beaucoup le gouvernement. Des pays comme le Maroc, par exemple, ont un taux de délivrance des laissez-passer consulaires extrêmement bas par rapport aux souhaits des autorités. Et donc, on a des personnes qui peuvent rester pendant des années sans titre de séjour en France, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de prise en charge minimale, par exemple médicale, comme on le sait. Fut une époque, il y avait un mécanisme automatique de régularisation qui était la règle des 10 ans au temps de la loi de Jean-Pierre Chevènement en 1997, à laquelle j'ai participé puisque j'avais été membre de son cabinet, qui avait été remis en cause après par Nicolas Sarkozy. Mais le système se régule par des régularisations justement au fil de l'eau. La circulaire Valls, par exemple, du Premier ministre, qui était vécue comme particulièrement dure sur ces questions, c'est 120 000 régularisations en 4 ans, par le biais de cette circulaire. Donc c'est des régularisations à bas bruit et qui se font en fonction de considérations d'insertion, de liens familiaux qui peuvent exister, etc. Donc il y a toujours un phénomène de régularisation. La question après qui est posée, c'est comment tout ça s'articule avec le débat public en général. Bien évidemment, on ne peut pas parler de crise migratoire, mais on peut parler de tensions liées à deux choses: la pénurie de logement et la pénurie de travail. En particulier, la pénurie de travail pour des personnes peu qualifiées ou dont les qualifications ne permettent pas leur employabilité immédiate. Et on est là dans une situation beaucoup plus difficile qu'avant, puisqu'on a perdu, dans le cadre de la crise industrielle, là pour le coup qui est une vraie crise, une grande partie des emplois qui permettaient l'insertion par le travail des personnes, indépendamment même parfois de leurs conditions de logement. Il n'y a aucune comparaison entre ce qu'était le bidonville de Champigny dans les années 60 avec 15 000 personnes, mais où on avait affaire à des personnes qui travaillaient mais qui n'avaient pas accès au logement, ou le bidonville de Nanterre, comme Nanterre la folie, puisqu'on est encore dans l'anniversaire de mai 68, où il y avait 10 000 personnes mais qui travaillaient. Là, on est dans une situation qui se marque du reste du point de vue sémantique, puisque plus personne ne parle de travailleurs immigrés, comme on le faisait encore en 1997 au moment de l'opération de régularisation qui avait été menée par le gouvernement de Lionel Jospin, mais on parle de ce mot valise qui est migrant, et justement parce qu'on pense perdu l'idée d'une utilité sociale des gens, et on ne se concentre que sur leur prise en charge, je dirais, humaine, ce qui est déjà bien. Oui, bonjour, docteur Thévenin-Lemoine, je suis néphrologue. Et la question que je voulais vous poser concerne les données anonymes mais que vous pourriez, que l'OFII pourrait fournir, puisque les questions qu'on se pose sont du volume, enfin pour les insuffisants rénaux, du volume des personnes qui arrivent. Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a certains pays où il y a des flux plus importants, et ça permettrait probablement de mieux organiser le parcours de ces patients et peut-être de mieux organiser pour certains leur retour dans leur pays d'origine. Alors, on publiera les données dans le cadre de la procédure étranger malade par nationalité, par pathologie, enfin pour les principales
d'entre elles. Il peut y avoir, dans le cadre de la visite médicale de l'OFII, des choses qui peuvent être repérées, mais il n'y a pas de mise en place statistique, je dirais, systématique de ces questions. D'abord parce que même nos visites médicales, les réponses se font sur la base du volontariat des personnes. Donc les données ne sont pas... Enfin, nous, on les a pas. Voilà. Il y a sans doute un travail à faire autour... pour essayer de comprendre les évolutions. Ça serait un travail par rapport à l'aide médicale d'État, poste par poste, pour savoir s'il y a certaines pathologies dont la dépense augmente ou pas. Mais c'est tout le débat autour enfin, je veux dire, il y a là des données statistiques qu'on n'a pas et sans doute qui serait intéressant de connaître justement pour améliorer la prise en charge, c'est savoir si sur certaines pathologies on a quelque chose qui augmente ou pas. Le seul moyen, ça serait de le faire à partir des chiffres de l'aide médicale d'État. Je crois. Avant de clôturer ce temps d'échange, puis de remercier tout le monde. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes viennent de province, donc doivent reprendre des trains, Voilà. des avions. Viennent de régions. Oh là là, je dis bêtises, bien sûr, de région, de tout le territoire. Alors une dernière question, et puis ensuite, si vous voulez bien dire un petit mot, et puis peut-être évidemment la question qui a été évoquée là par la personne de l'amendement sur l'AME. Voilà, un petit commentaire. C'est un amendement au Sénat. Voilà, au Sénat, voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre de demandeurs d'asile qui ne sont pas logés? Moi, j'ai l'impression que dans la consultation, d'abord, je vois de plus en plus de femmes, ce que je ne voyais pas il y a 4-5 ans, Oui. et de plus en plus de personnes qui ne sont pas logées pendant effectivement très très longtemps. Alors, on s'est aperçu d'une chose au moment de la prise en charge des personnes qui étaient le porte d'Aubervilliers et sur le quai de la Loire, c'est qu'on n'avait que 25% des gens qui étaient là qui n'avaient pas bénéficié d'un logement par l'OFII. Hein, on avait du reste 10% de réfugiés statutaires qui étaient à la rue, ce qui pose un problème du parcours de prise en charge des personnes qui sont réfugiés, c'est-à-dire qui ont une carte de 10 ans, et qui n'ont pas les moyens de l'autonomie, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver du travail, et donc pas les moyens de trouver un logement, et qui se retrouvent à la rue et qui demandent une prise en charge, en réalité dans l'urgence, en se remettant sur le trottoir. On a vu aussi la moitié des personnes qui avaient déjà bénéficié d'un hébergement par l'OFII et qui l'avaient quitté. Et en particulier, ça rejoint la réponse précédente, parce que ce n'étaient pas des hébergements situés en Île-de-France. Et donc, on quitte les hébergements pour essayer de revenir. Et enfin, parmi ces 25%, il peut y avoir, alors il faudrait avoir les personnes, depuis quand elles sont arrivées. Normalement, globalement, en ce qui concerne les familles et les femmes, on n'est pas dans une situation de tension identique à celle qu'on a pour les hommes célibataires, hein, et en particulier avec le travail qu'on a avec la mairie de Paris, où on a, je pense au centre d'Ivry, des capacités normalement d'hébergement. J'ajoute enfin que l'hébergement d'urgence généraliste est aussi un lieu où on a beaucoup de personnes en demande d'asile. Hein, on a actuellement, donc je vous le disais, un peu plus de 87 000 personnes hébergées dans le dispositif national d'accueil. On a 150 000 personnes hébergées dans l'hébergement d'urgence généraliste, et on a des nationalités qui ne demandent pas à être hébergées. Et donc, je crois, le sentiment que j'ai, c'est qu'on arrive à 80% de la couverture en ce qui concerne la demande d'asile. Il reste 20%, hein, indéniablement. Et ce que vous me dites sur les femmes est embêtant. Il faudrait nous donniez plus de précision, les nationalités par exemple, ce qui permettrait de comprendre ce qui se passe, hein, parce que d'abord les femmes soudanaises ou alors Congo-Guinée, on a un phénomène, on a une très forte progression de la demande d'asile guinéenne et congolaise, manifestement organisée par des réseaux, et qu'on a du mal à prendre en charge et orienter.
Et là, on a affaire à des réseaux, enfin, il faudrait regarder plus précisément si on n'est pas affaire aussi à des phénomènes de traite des êtres humains, qui est pour nous un problème particulier qu'on essaye de travailler avec la mission interministérielle en charge de ces questions. J'avais plutôt une question qui s'adressait à vous, Monsieur Legendre. Je suis trésorière du collectif PASS, mais je suis aussi trésorière de l'ISM Interprétariat. Et on est un peu inquiet sur l'évolution de la législation par rapport à tout cela, dans la mesure où le délai de recours serait que de 15 jours, et qu'on sait très bien que pour un étranger en recours, 15 jours pour faire traduire de nouveaux papiers, les faire venir de son pays et autres, c'est quasiment une mission impossible. Donc, sur ce délai de 15 jours, est-ce qu'il y a une réflexion qui pourrait peut-être être autre et allonger ce délai au moins 30 ou 45 jours? Bien. Je vais répondre à cette question, ou plus exactement, je vais essayer de répondre à cette question, et en même temps en l'intégrant dans une très brève, un très bref mot de fin. Comme l'a dit Denis tout à l'heure, ma présence ici est née d'une rencontre presque autant amicale que politique, mais extrêmement précieuse. Lorsque nous nous sommes trouvés face au projet de loi Asile-Immigration, présenté il y a quelques mois par le gouvernement, et dont nous avions à débattre, c'est pour la première fois, notamment pour les politiques novices que nous étions, le premier, j'allais dire, choc politique un peu puissant que nous avions à gérer. La confrontation entre la décision du politique et les acteurs de terrain que vous incarnez avec beaucoup d'autres s'est révélée dans ce contexte extrêmement précieuse. Alors quand je dis confrontation, c'est à tous les sens du terme. Nos rôles sont différents, les politiques doivent décider, ils doivent voter, tandis que les acteurs de terrain sont totalement engagés dans des actions concrètes de réalisation, mêlant à la fois un très haut niveau d'expertise, le peu que j'ai entendu ce soir a montré jusqu'à quel niveau cette expertise pouvait pousser, et aussi un très grand niveau de dévouement et d'amortisseur précisément de tous les dysfonctionnements qu'une politique mal conduite, mal menée, ou insuffisamment conduite, ou insuffisamment menée, pouvait provoquer. Et donc pendant toute la discussion de la loi, nous avons multiplié les échanges entre d'un côté les parlementaires et d'autres les acteurs. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance de PASS, grâce à Denis, et de Claire, que je ne connaissais pas auparavant, et de l'action que menaient les coopératifs PASS de façon très concrète. Dans cette confrontation entre le politique et les acteurs de terrain, il y a la confrontation qui est au cœur du grand... J'ai cru comprendre qu'on n'avait pas le droit de dire crise migratoire, mais tension migratoire. Donc je reprends le terme qui a été présenté tout à l'heure, mais de cette tension extrême et dont nous vivons aujourd'hui, alors là, un paroxysme. Il n'y a pas besoin de le redire. Je crois que pendant trop longtemps, les politiques, poussés en ça par la société, par l'opinion, et Dieu sait que de temps en temps l'opinion est impérieuse, et sur ces sujets-là, Dieu sait qu'elle l'est aujourd'hui, mais les politiques ont été obsédés par la question de la régulation, alors que les acteurs de terrain sont des acteurs extraordinairement engagés dans l'intégration, et que beaucoup des malentendus, voire des hostilités, voire des conflits, qui se sont manifestés parfois avec une très grande brutalité dans la discussion autour du projet de loi Asile-Immigration, tenaient à cela. Les politiques recherchent les moyens de réguler, et ça n'est pas une tâche basse, ça n'est pas une tâche au rabais, alors qu'évidemment les acteurs sont là, et Dieu sait qu'ils y œuvrent et ils s'y engagent sur la question de l'intégration. Je crois que nous ne réussirons à apaiser sérieusement les tensions migratoires. Je refuse toujours d'utiliser le mot crise, mais je suis quand même assez tenté de le faire dans le contexte qu'est le nôtre actuellement, mais on ne va pas jouer sur les mots, le sujet est trop grave pour plaisanter avec ça, quand précisément on aura réussi à concilier l'objectif de régulation et l'objectif d'intégration. L'opinion
aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, et elle progresse violemment en Europe, est beaucoup plus intéressée par la question de la régulation, avec une vision extrêmement simpliste, souvent chauffée à blanc par une instrumentalisation politique qui est en train de progresser dans l'ensemble des pays européens, alors même que la solution viendra et de la régulation et de l'intégration. Alors, je dépeins un tableau probablement plus sombre qu'il n'est. La preuve, tout ce que vous faites en faveur de cette intégration et ce que font beaucoup d'autres acteurs en faveur de l'intégration sur tous les éléments de la chaîne. Mais franchement, si nous ne sommes pas capables de réguler mieux, nous ne serons pas capables d'intégrer mieux. Et si nous ne sommes pas capables d'intégrer mieux, nous ne serons pas capables de calmer l'opinion et d'éviter les revendications extrêmes qui sont en train de monter en son sein. Je ne veux pas être le défenseur inconditionnel de la loi que nous avons votée et qui est en cours de discussion, qui inclut des mesures du type de celles que vous déplorez et que vous avez mentionnées, et qui, pour être très sincère, je pense, n'ont pas beaucoup de chances d'évoluer. Donc je vous réponds franchement, clairement, mais parce que précisément, elle essaye de faire un tout petit pas vers ce fameux équilibre qui, en permettant une meilleure régulation, un peu meilleure régulation, permettrait une un peu meilleure intégration, y compris dans le traitement de ces populations prioritaires que sont les réfugiés éligibles au droit d'asile. Or, l'intégration, ça a été dit tout à l'heure très bien par Didier Leschi, ça suppose 4 choses. La langue, et là-dessus, c'est très concret, mais nous allons mettre l'accélérateur, puisque nous allons doubler, voire tripler le nombre d'heures d'apprentissage du français pour les nouveaux venus sur notre territoire. Il y a un deuxième sujet qui est fondamental, qui est le logement. Et là, à l'évidence, c'est quelque chose qui va prendre du temps, puisque même pour les Français, le logement est un problème. Je vous rappelle qu'il y a 4 millions de mal logés en France et qu'il y a en gros à peu près autant d'attentes sur un logement social dans notre pays. Il y a un troisième facteur qui est l'emploi. Et là-dessus, ça a été cité aussi par M. Leschi, c'est le poison majeur qui véritablement envenime toute la vie sociale dans notre pays. Il n'envenime pas que la question migratoire, il envenime l'ensemble des problèmes sociaux. Les problèmes des quartiers, comme on dit pudiquement, c'est d'abord un problème d'emploi. Les problèmes de coexistence des communautés religieuses, c'est aussi, je ne l'ai pas dit d'abord en l'espèce, mais c'est aussi un problème d'emploi. Et donc, tout ce que nous essayons de faire à la racine pour essayer de relancer la machine d'emploi, qui nous pousse parfois à prendre des mesures qu'il est parfois difficile d'expliquer, ou dont il est difficile de convaincre du bien fondé l'opinion publique, vise à ça. Elle aura aussi des effets en chaîne positifs sur la question de l'intégration. Et dans les mesures que nous avons prises ou que nous allons mettre en œuvre, la possibilité pour un demandeur d'asile d'entamer beaucoup plus tôt que ça n'est le cas aujourd'hui le processus qui va lui permettre de rentrer dans l'emploi est à mon avis une mesure presque aussi essentielle que ce qu'on va faire sur la question de la langue et de l'apprentissage de la langue. Et puis la dernière donnée d'intégration a été citée aussi en incise par Didier Leschi, c'est la question de la politique d'aménagement du territoire et de répartition sur le territoire. À bon droit, beaucoup d'associations qui jugent extrêmement sévèrement la loi Asile à Migration que nous avons votée et qui considèrent, ce n'est pas mon opinion, mais j'entends ce qu'elles disent,
que la question de la régulation est un faux problème et que la question de la maîtrise migratoire n'est pas une nécessité, et qui considère que la France, compte tenu de la taille de son territoire et de la, j'allais dire, de la diversité de sa densité, pourrait parfaitement accueillir des populations étrangères beaucoup plus importantes. Si on était capable, par un coup de baguette magique, de répartir cette population de façon parfaite, à l'évidence, oui. Simplement, d'expérience, ça n'est pas ça qui se passe. Et donc, l'enjeu de la répartition, de l'accueil, est quelque chose de fondamental. Dans un premier temps, il faudra quand même faire de la régulation, même si les flux ont tendance à baisser un peu. Aujourd'hui, c'est très dommage, c'est très triste, même pour ceux qui ont de notre pays, et j'en suis, une conception plus ouverte, plus généreuse, plus bienveillante que d'autres. Aujourd'hui, je pense que si nous n'assumons pas cette question de la régulation, avec toute la protection des droits, avec toutes les procédures, la vérification, l'intervention de la justice aux étapes où elle doit intervenir, etc., etc., ce que respecte la loi asile et immigration que nous sommes en train de voter, si nous ne traitons pas cette question de régulation, nous rendrons l'intégration impossible, nous rendrons la tâche de ceux qui, comme vous, s'y consacrent, non pas impossible, parce que vous réalisez des exploits, mais constamment dans une situation d'imperfection et de frustration. Et surtout, il faut le dire, nous armerons nos pays nos opinions publiques dans une posture d'hostilité dont l'issue démocratique est absolument imprévisible. Notez qu'il y a 5 pays de l'Union européenne qui sont gouvernés soit à titre principal, soit au sein de coalitions, par des partis d'extrême droite, dont les représentants occupent parfois des fonctions gouvernementales essentielles, et dans des pays, je pense à l'Italie, dont nous ne pouvions pas penser un seul instant qu'ils pourraient succomber à cette tendance-là. Ce n'est pas définitif, il y aura peut-être du repli. L'avantage de l'Italie, contrairement à la France, c'est que c'est un pays politiquement instable, donc ce qui a créé une autre situation peut être venue. Mais est-ce que nous avons envie de ça? Est-ce que nous avons envie d'une Europe qui explose par la prise, la montée des égoïsmes, des replis sur soi et d'un rejet brutal, xénophobe, d'une majorité des opinions vis-à-vis de ces sujets-là. Aujourd'hui, je suis désolé de finir mon propos par cette notation un tout petit peu sombre, un peu pessimiste, mais je pense que ça c'est la responsabilité des politiques de tenir ces propos-là. Donc, la question de l'équilibre, régulation, intégration doit être au cœur de nos politiques. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. J'espère que, Claire, nous aurons d'autres occasions d'approfondir, parce que un des étonnements que je peux ressentir quand je rencontre des publics comme le vôtre, c'est le fossé qui existe entre votre expertise et ma grande ignorance. Et quand je vois qu'à l'inverse, c'est tout de même moi parmi 577 députés, qui suis tout de même obligé à un moment donné de voter, je trouve qu'il y a là un déséquilibre qu'il faut s'empresser de corriger. Merci à tous et bonne fin de colloque.